que le Brésil sera le plus déroutant. Sur cette action, ils sont 7 Brésiliens pour contrer 2 Espagnols. Aucune initiative, aucun génie, c'est vraiment, vous pouvez le constater, les consignes sont bel et bien respectées. À force de jouer contre nature, le Brésilien, s'estimant à juste titre frustré, va durcir son jeu. Tout au long de la compétition, les Tricampeaux vont s'illustrer est désormais obligé d'employer la manière forte. Les Polonais et l'Atos s'en montreront surpris, pas nous contre l'Angleterre. Même les Espagnols ont trouvé à qui parler, eux qui... Le Brésil 78 joue avec 2 attaquants, l'ailier Gilles, Roberto Reinaldo comme avant-centre, Guirchou ou Mendoza occupant pour leur part une position très repliée. Si l'on tient compte du manque d'imagination de l'ailier Gilles, on comprend aisément la performance du malheureux Roberto, ici sur la droite de votre écran. Le système de jeu a complètement changé. Maintenant, on joue avec 2 avant-centres. Après avoir ridiculisé Barcelone et sa nouvelle star Simonsen au tournoi de Cadix, voilà Flamengo au parc. Après un quart d'heure de rêve, concrétisé au tableau d'affichage par un but de Zico, les Brésiliens qui viennent de disputer 4 matchs en 7 jours ne tiendront pas physiquement devant une bonne équipe de Paris Saint-Germain, il est vrai. Mais le résultat est secondaire. L'important est de comprendre ce nouveau système de jeu. Le 9 et le 10 jouent quasiment côte à côte. L'avant-centre bénéficie donc d'un appui de tout premier choix. Sans se soucier du match, notre caméraman a suivi toute la soirée l'attaque des Rouges et Noirs. Les images sont toujours identiques. Le 9 et Zico sont dans le même alignement, tout comme l'ailier d'ailleurs. Un 4-3-3 mais avec un seul ailier, c'est le Brésil 70 avec Jairzinho, l'avant-centre Tostao, et Pelé qui malgré son numéro 10 était presque... Le Brésil doit ce résultat à ses joueurs d'exception, mais également à sa tactique de jeu. Sans la position offensive de Pelé qu'auraient pu faire Jairzinho et Tostao. Coutinho a enfin compris. Les derniers résultats de l'équipe nationale nous le prouvent bien et le retour à cette tactique marquera le renouveau, c'est sûr, des grands attaquants. Pour que les joueurs cariocas s'épanouissent, il faut leur offrir un jeu et des conditions qui correspondent à leur talent. Si l'effort est poursuivi dans ce sens, le Brésil aura toutes les chances d'ajouter bientôt une nouvelle étoile sur son maillot. Voilà, ceci étant dit, une bonne nouvelle, c'est que Rennes est prêt. Rappelez-vous, il y a pratiquement un an, on se demandait si Rennes ne devait pas quitter le football professionnel et c'eût été bien dommage pour tous les amateurs de football et en particulier pour cette région qui a toujours adoré le ballon rond. Rennes poursuit sa carrière professionnelle en 2e division avec beaucoup de mérite et Rennes est premier du groupe A. Donc nous avons dépêché là-bas les caméras, Michel Denisot, pour un derby Rennes-Quimper, un derby typiquement breton. Nous allons maintenant découvrir les images de ce match qui vient de se dérouler il y a quelques instants. Bonsoir, ici Rennes où vous découvrez sur des images de Jean Pradinas un stade archi plein. Il y a combien de spectateurs? J'ai un président heureux à mes côtés qui est le nouveau président du stade rennais, monsieur Dimier. Alors ce soir il y a combien de personnes? Oh, je pense 15 000 environ. C'est un record un peu inespéré parce qu'il y a un an on croyait qu'il n'y aurait plus personne dans ce stade. Le stade rennais était au bord du gouffre, au bord de la faillite. Notre dernier match ici au stade rennais, on avait 1500 spectateurs. Vous voyez le résultat ce soir, pour moi c'est inespéré. Alors tout ça c'est le résultat d'un travail d'une équipe qui a cru que le stade rennais ne devait pas mourir malgré d'énormes difficultés financières. C'est ça, il y a 3 ans de ça, mon ami Romer qui est journaliste à Ouest France m'a donné la possibilité de monter un comité de sauvegarde. Et avec des amis, on a relancé le stade rennais, on a monté une équipe qui s'est acharnée sous la présidence de M. Houget à obtenir le concordat. Et aujourd'hui, je suis le président qui a la chance de pouvoir travailler sereinement. Sereinement et dans un stade, donc il y a environ 15 000 personnes et Rennes est premier actuellement du groupe A et va affronter Quimper maintenant sous nos yeux. Et voilà, et c'est les premières secondes de ce match, donc Rennes-Quimper. Les couleurs de Rennes, vous les connaissez, ils ont gagné 2 fois la Coupe de France sous ce maillot rouge et noir. Rennes qui est à l'attaque avec l'international marocain Anafal, passe en retrait d'Anafal. Quimper joue prudemment, il y a la rentrée de Castellan côté quimpérois. Et la première attaque dangereuse donc de cette équipe rennaise, avec Nocibor, le numéro 7, un ancien parisien. Balle récupérée par l'équipe de Quimper, par Garmer. Et vous voyez que les Rennais attaquent à fond. À nouveau Nocibor pour Llorens. Et une faute du numéro 4 de Quimper, Desrues qui marque le premier but contre son camp évidemment. Tout le stade rennais est enchanté de cette mésaventure du stopper quimpérois et c'est le premier but. Donc Rennes mène par 1-0 au bout d'1 minute de jeu. 15e minute de jeu maintenant et toujours les Rennais alors qu'il n'y a eu aucune occasion pour les Quimpérois donc dans ce derby breton. Rennes qui domine très largement, qui est très présent sur le ballon
avec à nouveau Anafal qui lance Llorens. Et un tir de Barrault, un premier tir contré. Et Barrault qui se retrouve à nouveau devant le gardien de Quimper, Lachivert, et qui marque de l'extérieur du pied gauche le deuxième but rennais. 2-0 en un quart d'heure de jeu. On se demandait à quelle sauce allaient être croqués les Quimpérois, tant ils semblaient avoir des difficultés à s'imposer et à franchir la ligne médiane. 2-0 donc au bout d'un quart d'heure de jeu, et ça n'est pas fini dans cette première mi-temps, puisque nous allons maintenant atteindre la 38e minute. Et une nouvelle attaque rennaise avec à nouveau Nocibor, Anafal, un excellent numéro 10. À nouveau Nocibor qui part sur l'aile gauche. Un tir de Berlin, un tir assez mou, et Llorens qui est en embuscade marque le troisième but de Rennes. Décidément, les défenseurs de Quimper n'étaient pas très heureux ce soir. Et le score de 3-0 sera le score atteint donc à la mi-temps. Deuxième période de jeu avec enfin une bonne occasion pour l'équipe de Quimper qui va pouvoir inquiéter enfin Klimek sur cette attaque. Donc une touche d'abord avec le blond Germer. Germer qui récupère le ballon. Long centre de Germer, tête de Castellan. Balle repoussée par Klimek et Barrientos récupère dans les 18 mètres. Un crochet, tir du gauche et bel arrêt de Klimek. Il y a toujours 3-0. Quimper ne parvient pas à marquer de but à cette défense rennaise qui, il faut le dire, n'a pas été très inquiétée. 54e minute maintenant, donc le score est toujours de 3-0 pour les Rennais. Les Rennais soutenus par un public enthousiaste. Au moins 15 000 personnes, comme nous l'a dit le président. Une balle sur la droite, un centre de Mastroianni, repoussé. Balle récupérée, un long tir. Un centre qui revient de la droite et une tête de Llorens repoussée à nouveau par le gardien. Et c'est finalement Anafal qui inscrit le quatrième but de Rennes. 4-0 au bout de 54 minutes de jeu. Vous voyez qu'on a été gâté ce soir à Rennes. Et il reste donc 90 moins 54, ce qui doit faire dans les 35 minutes de jeu. Et toujours les Rennais à l'attaque. Festival de football offensif. C'est l'école de Pierre Garcia, le nouvel entraîneur de Rennes, qui a gagné la coupe avec son équipe. Une attaque d'Anafal, tir de Nocibor repoussé. La défense de Quimper ne sait plus où donner de la tête. Et un tir fantastique de Patrick Rampillon. Je pense que Dominique Battenet appréciera ce tir de loin d'un numéro 6. Rampillon, qui est le frère de Gilles, le Nantais. Un but est hélas refusé par l'arbitre, Monsieur Didier, tellement il était beau. Refusé pour un hors-jeu de Nocibor. Il est donc toujours 4-0. Berlin pour Rennes, le capitaine, arrière gauche. Barrault, un milieu de terrain moustachu qui a un excellent pied gauche. Barrault pour Llorens, Llorens qui déborde. Elle, voilà, elle revient, qui est bousculée à 20 mètres en coup. Je crois qu'il va y avoir un coup franc, voilà, je le vois à nouveau. Coup franc qui va être tiré par Barrault. Donc 20 mètres en coin, comme diraient nos amis du rugby. Barrault du pied gauche. Et une tête superbe de Llorens à nouveau. Et ça fait maintenant, si je compte bien, 5-0 pour les Rennais. Évidemment, Quimper a perdu tout espoir d'obtenir ne serait-ce que le match nul sur le stade de Rennes. Et on se demande jusqu'où ça va aller. 5-0. Et il leur reste à ce moment-là encore 18 minutes de jeu. Et les Rennais sont euphoriques absolument ce soir. Les consignes de leur entraîneur, c'est donner le ballon et bouger. Voilà une consigne qui a été bien appliquée et qui permet aux Rennais donc de s'envoler. Ils avaient marqué 7 buts en 4 matchs jusqu'à maintenant. Là, ils en sont à 5 buts pour cette seule soirée. C'est leur deuxième match à domicile. Ils sont invaincus, vous l'avez dit. Et ils sont leaders de la poule. Alors, une autre attaque de Quimper. Va-t-on voir enfin un but des Quimperois? Centre de Germer, balle repoussée. Carvaillant, le numéro 12, qui est rentré, repousse pour son équipe. Barrientos récupère pour Quimper. Un 1-2 avec Goual. Barrientos se trouve seul devant Klimek et met à côté. Ils n'avaient pas de chance, les Quimperois en plus, et ils n'étaient pas très adroits ce soir contre cette équipe de Rennes. Et on s'achemine vers la fin du match. 5-0, donc ne perdez pas le fil. Et Nocibor qui file lui sur l'aile gauche. Il a été très actif ce soir. Nocibor pour Patrick Rampillon. Rampillon pour Barrault, numéro 8. Un milieu de terrain très complet côté Rennais. Relais avec Nocibor. Balle repoussée. Germer lance en avant un peu au hasard. Bouffando pour l'équipe de Quimper. Et Barrientos au milieu du terrain.
qui remontent. Ils sont tous très repliés. Il n'y a que Castellan qui est en pointe. Garmer cherche un appui, le trouve. La balle sur la droite pour Barrientos. Garmer à nouveau, c'est pas facile de passer. Garmer sur la droite pour le numéro 13, Goual, qui était entré quelques minutes auparavant. Et la défense de Rennes, dirigée par Izquierdo, n'a pas de difficulté à se dégager. Izquierdo et Kerjan, le stopper, que l'on va retrouver d'ici peu à l'attaque. Mastroianni, contrôle de la poitrine pour Kervaillant. Kervaillant sur la droite. Mastroianni lance fort bien Kerjan, qui a vu Saliné qui arrive à toute vitesse et suivait bien le ballon. Centre en pleine course et une tête de Nocibor, c'est le 6e but. Je pense que c'est le plus beau du match. On en a vu beaucoup ce soir, mais celui-là est certainement le plus beau. C'est le 6e et dernier. On va donc revoir ce centre de Saliné en pleine course et la reprise de Nocibor. 6-0, voilà, c'est fini. Il n'y a pas d'autre but. 6-0, un score qui est sans appel. C'est ce qu'on dit, je crois. Ici Rennes, à vous Paris. Voilà, ici Paris, et merci. Il semble que les camarades de Téléfoot aient inspiré les Rennais, ce qui n'est pas le cas de leurs adversaires, bien entendu, mais ils auront le temps de se rattraper. Formule consacrée. Nous allons aller un peu plus vite maintenant, parce que nous allons rejoindre Montpellier. Je vous ai dit que nous avions choisi 2 derbys. Celui-ci dans le groupe B, il oppose Montpellier et la Paillade à Toulouse. Ce sont 2 clubs qui ont affiché ouvertement leurs ambitions de monter. Ils ont recruté tous les 2, donc cela devrait donner un bon choc du sud-ouest. C'était Didier Roustan qui était là-bas avec les caméras de Lucien Gavinet. Je pense que... Et oui, 2 équipes qui se sont sérieusement renforcées à l'intersaison, mais toujours pas de résultat. Toulouse est 14e avec 3 points, Montpellier 8e avec 4 points. Toulouse joue en maillot bleu dans cette première mi-temps, sur la gauche de votre écran donc, et attaque avec sur la droite Camus, l'ex-bordelais, qui cherche la tête de Meyer. Meyer, c'est l'ex-socialien. Vous voyez qu'il y a du beau monde sur la pelouse du stade Mosson et à quelques exceptions près, tous les joueurs qui évoluent sur ce terrain ont déjà joué en première division, comme Saramagna. Ici, encore un centre très travaillé et sans la ville d'extrême justesse détourne en corner. Ce sont les locaux qui se montrent le plus dangereux en début de partie. Voilà le corner, un mauvais renvoi de la défense et un très bon tir de Pasqualetti, bien arrêté par Palma. Pasqualetti, qui était auparavant le meneur de jeu d'Alves. Toujours les Blancs, donc toujours la Paillade Montpellier à l'attaque avec Granier qui est contré. Sans la ville lance Louis, l'ailier gauche, qui crochette son adversaire direct, mais ça ne va pas bien loin. Et la Paillade va pouvoir repartir à l'attaque. Nous sommes aux alentours de la 10e minute de la partie, toujours 0-0. Agostini qui remplaçait Curioni, l'Argentin est actuellement suspendu. Pour Pasqualetti, très bien placé, mais Palma avait encore fort bien anticipé. Du coin, Mézi a été contré. Les Bleus se trouvent maintenant en position de force avec le numéro 10, Diaz, qui passe 1, 2, 3 joueurs montpelliérains. Mais comme vous pouvez le constater, les gardiens de but ont pour l'instant réalisé un sans faute dans cette partie. Le numéro 16, c'est l'arrière gauche, il s'appelle Kawa. Pour Saramagna, qui n'a pas eu la partie belle devant l'arrière droit Camus. Meyer, excellent tout au long de cette partie, repique vers le centre, passe à Patna pour Guterres, c'est très bien joué, centre de Guterres, une bonne tête de Patna et Malabave qui détourne et finalement un tir de Meyer qui passe à côté. Guterres, maintenant c'est Toulouse qui fait le jeu. Meyer qui est contré par le stopper local. Ouattara, c'est un corner. Nous sommes à la 34e minute de cette partie et le corner va être tiré par l'ailier droit Meyer. Voilà, il place son ballon, il le replace, il prend tout son temps. Et sur ce centre, c'est Patna qui surgit et qui ouvre la marque. Profitant, comme vous pouvez le voir, d'une grossière erreur de la défense de Montpellier. 1-0 pour Toulouse après 34 minutes de jeu. Et la Paillade qui fait le forcing dans cette fin de première mi-temps avec Pasqualetti pour Agostini. Finalement encore Malabave qui se blesse d'ailleurs sur cette action. Donc, et finalement c'est la mi-temps sifflée sur le score d'1-0.
Montpellier fait le forcing dès la reprise avec Mézy. Les libéraux, il était ici en position d'attaquant. Un bon tir. Ici, c'est un corner. Un tir de Granier. Mais le corner ne donnera rien. On retrouve les Blancs avec l'ailier droit Agostini. Dégagement de Palma. Puis Laverny. Le ballon est néanmoins toujours pour Montpellier. Il y avait une faute de main. L'arbitre, M. Girard, siffle fort justement cette faute qui va être rapidement jouée par Saramagna pour Mézy. Très offensif. Qui déborde. Sur ce centre, tête de Verne, puis Ducoing qui égalise, un but partout. Une très belle action, une égalisation on ne peut moins mériter. Regardez ce coup franc rapidement joué par Saramagna. Mézy, tête de Verne, tête de Ducoing, un but partout donc. Entre la Paillade, Montpellier et Toulouse, on joue depuis 57 minutes. Mais 3 minutes plus tard, Toulouse avec Diaz puis Louis va reprendre l'avantage grâce à un patinat encore de la tête. Un très joli but, le deuxième de la soirée pour l'ex-nancéen Patna. Un but